avant l'accouchement, alors que j'étais admise à l'hôpital, ma mère a fait irruption dans ma chambre en hurlant de rage, « Donne-moi immédiatement le fonds de 25,000 $ pour l'accouchement, ta sœur en a plus besoin. » Quand j'ai refusé, en disant « C'est pour les soins médicaux de mon bébé », elle a serré les 2 poings et a frappé mon ventre de 9 mois de grossesse de toutes ses forces. J'ai perdu les os instantanément, et j'ai hurlé de douleur en m'effondrant sur le lit d'hôpital. Mon père, qui était avec elle, a ajouté « C'est ce que tu mérites pour être égoïste. » Dehors, ma sœur a envoyé un texto, « Dis-lui de se dépêcher de payer. » Mon frère a appelé, « Prends juste l'argent et pars. » Mais soudain, avec un grand bruit, la porte s'est ouverte violemment, et ma mère s'est figée de terreur, car debout, il y avait. Je n'ai jamais voulu croire que ma famille me détestait. Même après tout ce qu'ils m'avaient fait subir, je m'accrochais à l'espoir que, quelque part sous leur cruauté, se cachait un amour véritable. Cet espoir est mort le 15 mars 2024, dans la chambre 418 du Cedar Valley Medical Center. La grossesse n'avait pas été facile. Mon mari, Jason, était mort dans un accident de chantier quand j'en étais à 5 mois, me laissant seul avec des factures médicales qui s'accumulaient et une grossesse à haut risque. Le bébé avait une malformation cardiaque qui nécessitait des soins spécialisés. Chaque centime que je gagnais avec mon travail d'assistante juridique était consacré à économiser pour l'accouchement, et pour les soins postnataux immédiats dont ma fille aurait besoin. La mort de Jason avait été soudaine et dévastatrice. Un instant, il m'embrassait pour me dire au revoir avant de partir pour le chantier du centre-ville de Portland. 12 heures plus tard, 2 policiers étaient à ma porte, leurs expressions me disant tout, avant même qu'ils n'aient prononcé un mot. Un échafaudage s'était effondré. 3 ouvriers tués sur le coup. Mon mari, le père de mon enfant à naître, parti en quelques secondes. Son assurance vie avait expiré 2 mois plus tôt. Il avait oublié de la payer pendant une période de travail particulièrement chargée, et aucun de nous ne l'avait remarqué avant sa mort, au moment où j'avais désespérément besoin de ses fonds. L'entreprise de construction a offert un dédommagement de 40,000 $, que leurs avocats ont clairement qualifié de généreux, étant donné que Jason avait signé d'importantes décharges de responsabilité. Je l'ai accepté parce que je n'avais pas le choix, pas l'énergie de me battre, et un bébé qui grandissait en moi et qui avait besoin de stabilité. Cet argent a servi à rembourser le camion de Jason, à régler ses dettes de carte de crédit, à couvrir les frais funéraires, et à rattraper le loyer que j'avais pris en retard, durant mon incapacité à travailler pendant 6 semaines à cause du deuil. Une fois tout réglé, il me restait 8,000 $, ce qui était loin d'être suffisant pour ce qui m'attendait. La malformation cardiaque a été découverte lors de mon échographie morphologique à 20 semaines. La technicienne était devenue silencieuse, sa sonde planant trop longtemps au même endroit. Elle s'était excusée et était revenue avec le docteur Morrison, qui a étudié l'écran avec un front soucieux, avant d'expliquer doucement que ma fille avait une communication interventriculaire avec des complications supplémentaires. Elle aurait besoin d'un suivi spécialisé, d'un accouchement dans un hôpital équipé d'une unité de soins intensifs néonatales, US1, de haut niveau, et très probablement d'une intervention chirurgicale dans les jours suivant sa naissance. Mon assurance par le cabinet d'avocats était correcte, mais pas exceptionnelle. Elle couvrirait une partie du séjour à l'hôpital, une partie de l'opération, une partie des soins spécialisés. Les parties qu'elle ne couvrirait pas s'élevaient à un montant situé entre 20,000 et 30,000 $, selon les complications. Le docteur Morrison avait été franche. Je devais me préparer financièrement au pire des cas. Alors, j'ai organisé ma vie autour de l'épargne. Le cabinet d'avocats avait été compréhensif au sujet de la mort de Jason, m'accordant un congé de deuil et même une petite augmentation à mon retour. Je faisais des heures supplémentaires dès que possible, acceptant des projets de recherche additionnels et des révisions de documents qui payaient à l'heure. J'ai supprimé toutes les dépenses possibles de mon budget, passant au forfait téléphonique le moins cher, annulant les services de streaming, et n'achetant que des marques génériques à l'épicerie. Mon appartement est devenu dépouillé à mesure que je vendais tout ce qui avait de la valeur. La jolie table basse que Jason avait construite est partie pour 300 $. Sa console de jeux et sa collection ont rapporté 800 $. Mes bijoux, pour la plupart des cadeaux de Jason au fil des ans, ont été liquidés pièce par pièce, alliance, bague de fiançailles, le collier de perles qu'il m'avait offert pour notre premier anniversaire. Chaque vente me donnait l'impression de couper un autre morceau de mon ancienne vie, mais l'avenir de ma fille importait plus que le sentimentalisme. Je mangeais du riz et des haricots la plupart des soirs, du porridge au petit déjeuner, et des sandwichs au beurre de cacahuète pour le déjeuner.
Quand mes collègues commandaient à emporter, je déclinais et mangeais le repas bon marché que j'avais préparé. Quand ils m'invitaient à des happy hours, je trouvais des excuses. Le salaire d'assistante juridique, qui semblait confortable quand Jason et moi travaillions tous les deux, devait maintenant tout couvrir seul. Et je l'ai étiré jusqu'au point de rupture. À mon 8e mois, j'avais réussi à économiser 23,000 $. Le dernier effort est venu de mon remboursement d'impôts et de la vente de la collection d'outils de Jason à l'un de ses anciens collègues. 25 347 $. Je me souviens du montant exact car je vérifiais le solde de mon compte d'épargne de manière obsessionnelle, terrifié à l'idée que l'argent puisse disparaître. J'avais sauté des repas pour économiser, porté les 3 mêmes tenues de maternité pendant des mois, résilié mon abonnement Internet, et vendu mes meubles pièce par pièce. À mon 9e mois, j'avais exactement 25 347 $ sur un compte d'épargne séparé. Mon obstétricien avait été clair. Avec l'état du bébé, je devais accoucher dans un hôpital doté d'une USIN de niveau 4, et mon assurance ne couvrirait pas tout. Cet argent, c'était la survie. Ma famille était au courant de ce fonds. Je l'avais mentionné une fois lors d'un dîner dominical 3 mois plus tôt, en expliquant pourquoi je ne pouvais pas aider ma sœur, Taylor, avec les frais de son mariage. Ma mère était devenue silencieuse, sa fourchette suspendue en l'air. Mon père avait grogné dans sa purée de pommes de terre. Mon frère, Kevin, avait ri et dit que je faisais du drame pour un petit souffle au cœur. J'aurais dû voir les signes avant-coureurs dans ce silence. Ma famille n'avait jamais été subtile quant à son favoritisme envers Taylor, mais après la mort de Jason, leur manque de soutien est devenu flagrant. Ma mère était venue à l'enterrement mais était partie tôt, prétextant un mal de tête. Mon père m'avait maladroitement serré la main et m'avait dit que Jason aurait dû être plus prudent. Kevin n'était pas venu du tout, m'envoyant un texto pour dire qu'il avait une partie de pêche de prévue et ne pouvait pas annuler. Taylor était présente, mais elle a passé la majeure partie de la cérémonie sur son téléphone, échangeant des messages avec Brett au sujet des lieux de mariage. Je l'avais entendu dire à notre cousine qu'elle espérait que je toucherais l'argent de l'assurance vie, parce qu'elle avait vraiment besoin d'aide pour la compte du traiteur. C'était à l'enterrement de mon mari, alors que je me tenais à 1 mètre de là, visiblement enceinte et tremblante de chagrin. J'ai essayé d'en parler à ma mère plus tard, l'appelant une semaine après la cérémonie pour lui dire que je me sentais blessé par la réaction de la famille. Elle avait soupiré de manière dramatique et dit « Eh bien, à quoi t'attendais-tu ? Arrête de pleurer toute la journée. La vie continue, ma chérie. Jason ne voudrait pas que tu te morfonds. » Je ne me morfondais pas. Je portais le deuil. Il y a une différence. Mais ma mère n'avait jamais été douée pour distinguer les émotions qui la dérangeaient des émotions qui étaient valides. Le dîner dominical où j'avais mentionné le fonds médical avait été ma dernière tentative de maintenir un lien familial. Taylor venait d'annoncer que les parents de Brett se retiraient du financement du lieu de réception, un country club chic qui coûtait 28,000 $ juste pour l'espace. Elle était en larmes, le mascara coulant sur son visage, pendant que ma mère lui tapotait la main et lui assurait qu'il trouverait une solution. « Peut-être que tu pourrais organiser la réception dans un lieu moins cher, avais-je suggéré doucement. Il y a de beaux endroits qui coûtent une fraction de ce prix. » Taylor m'avait regardé comme si je lui avais suggéré de se marier dans une benne à ordures. C'est le mariage de mes rêves. Je planifie ça depuis 2 ans. Je ne vais pas revoir mes ambitions à la baisse parce que les parents de Brett sont radins. Je dis juste qu'il y a des options qui ne nécessiteraient pas une somme aussi énorme. Ma mère était alors intervenue, sa voix tranchante. Taylor mérite un beau mariage. Elle ne se marie qu'une fois. L'insinuation était blessante. Je m'étais marié au palais de justice parce que Jason et moi voulions économiser pour une maison. Ma mère avait clairement montré sa déception, refusant d'assister et envoyant une carte avec un chèque de 50 $ à l'intérieur. Maintenant, apparemment, mon mariage pratique signifiait que je ne pouvais pas commenter celui, extravagant, de Taylor. Je ne dis pas qu'elle ne mérite pas un beau mariage, avais-je dit prudemment. Je propose juste une perspective sur les alternatives. Kevin était alors intervenu. Pourquoi ne l'aides-tu pas? Tu travailles. Tu n'as plus de dépenses maintenant que Jason est parti. Tu pourrais bien mettre de l'argent de côté pour le grand jour de ta sœur. La désinvolture avec laquelle il avait fait référence à la mort de mon mari, comme si c'était un développement financier pratique plutôt qu'une perte dévastatrice, m'avait laissé momentanément sans voix. J'ai beaucoup de dépenses, avais-je finalement dit. Le bébé a des problèmes de santé.
J'économise chaque dollar pour ces soins médicaux. Taylor avait semblé s'animer. Combien as-tu économisé? J'aurais dû mentir. J'aurais dû dire quelques milliers. Rien de significatif. Au lieu de cela, encore assez naïf pour penser que l'honnêteté comptait en famille, j'ai dit la vérité. Environ 25,000 jusqu'à présent. Tout est réservé pour l'hôpital et l'usin. Le silence qui suivit était lourd et étrange. La fourchette de ma mère avait cessé de bouger. Mon père avait levé les yeux de son assiette pour la première fois du repas. Kevin avait échangé un regard avec Taylor que je n'ai pas pu interpréter. 25,000 avait répété Taylor lentement. C'est presque exactement ce dont j'ai besoin pour le lieu. C'est pour l'opération du cœur de mon bébé, avais-je dit fermement. Ce n'est disponible pour rien d'autre. Ma mère avait posé sa fourchette avec soin. L'hôpital a sûrement des plans de paiement. Ils ne peuvent pas refuser de soigner un bébé parce que tu ne paies pas d'avance. Ils ont des plans de paiement avec des taux d'intérêt qui m'endetteraient pour des années. J'essaie d'éviter ça. La famille devrait aider la famille, avait dit mon père, sa première contribution à la conversation. Ta sœur a besoin d'aide maintenant. Ton bébé ne naîtra pas avant des mois. 3 mois, ai-je corrigé. Et l'opération pourrait avoir lieu quelques jours après l'accouchement. J'ai besoin que cet argent soit accessible et prêt. Le mariage de Taylor était prévu pour juin. Elle le planifiait depuis 2 ans, et apparemment, la famille de son fiancé Brett s'était retirée du paiement du lieu de réception. Elle avait besoin de 25,000 dollars exactement. La coïncidence aurait dû m'alerter. J'ai été admise à l'hôpital le 14 mars pour des symptômes de début de travail. Les contractions étaient irrégulières, mais le docteur Morrison voulait que je sois surveillé, étant donné l'état du bébé. Je me reposais, essayant de dormir malgré l'anxiété, quand mon téléphone a commencé à vibrer à 23 heures. Les semaines après ce dîner avaient été de plus en plus hostiles. Taylor avait lancé une conversation de groupe avec la famille, m'excluant délibérément, où elle se plaignait apparemment de mon égoïsme. Je ne l'ai su que parce que Kevin m'a accidentellement envoyé une capture d'écran destinée à quelqu'un d'autre, montrant des messages sur le fait que j'avais toujours été difficile et que je ne comprenais pas ce que signifiait une vraie famille. Ma mère s'était présentée 2 fois à mon appartement. La première fois, elle a essayé la douceur, apportant un gratin et s'asseyant sur mon canapé chaud, tout en expliquant à quel point le bonheur de Taylor comptait pour elle. Tu sais à quel point ta sœur est sensible, avait-elle dit. Ce mariage est tout pour elle. Ne peux-tu pas trouver dans ton cœur de quoi l'aider? J'avais de nouveau expliqué la situation des frais médicaux, la grossesse à haut risque, le besoin de chaque dollar pour les soins de ma fille. L'expression de ma mère s'était assombrie. Tu te mets toujours en premier, avait-elle dit en se levant brusquement. Même quand tu étais petite, tu étais égoïste. Taylor partage. Taylor pense aux autres. Taylor, qui m'avait emprunté 2,000 dollars il y a 4 ans pour une opportunité commerciale et ne les avait jamais remboursés. Taylor, qui avait utilisé ma voiture pendant 6 mois quand la sienne était en panne et l'avait rendue avec un pare-brise fissuré et un réservoir vide. Taylor, qui pensait aux autres quand cela l'arrangeait. La deuxième visite avait été moins agréable. Ma mère était arrivée à l'improviste, se laissant entrer avec le double des clés que j'avais bêtement laissées il y a des années. J'étais enceinte de 8 mois, épuisée par le travail, allongée sur le canapé, essayant de soulager le gonflement de mes chevilles. Nous devons discuter de tes obligations, annonça-t-elle, debout au-dessus de moi. Je n'ai aucune obligation de financer le mariage de Taylor. C'est ta sœur. La famille a des obligations les uns envers les autres. Alors, où était la famille quand Jason est mort? Où étaient les gratins, le soutien et les offres d'aide? J'étais seule, enceinte, et noyée dans le chagrin et les factures. Personne ne m'a offert 25,000 dollars. Le visage de ma mère était devenu rouge. C'était différent. Tu es une adulte. Tu gères tes propres problèmes. Et Taylor est aussi une adulte qui devrait gérer ses propres problèmes. Ce qu'elle a dit ensuite m'a glacé le sang. Si tu ne donnes pas l'argent à Taylor, je m'assurerai que tu le regrettes. Je dirai au service de protection de l'enfance que tu es une mère inapte. Je leur parlerai de ta dépression après la mort de Jason. De la façon dont tu peux à peine prendre soin de toi. Ils prendront ce bébé dès sa naissance. J'ai lutté pour m'asseoir, mon cœur battant la chamade. Tu ne ferais pas ça.
Essaie-moi. Donne l'argent à Taylor, ou je ferai de ta vie un enfer. Et crois-moi, ma chérie, tu ne veux pas de moi comme ennemi. Elle était partie après ça, emportant le double des clés, que j'avais été trop choqué pour réclamer. Je suis resté assise sur ce canapé pendant 1 heure, tremblante, avant de finalement appeler le numéro sur la carte de visite que j'avais reçue des semaines plus tôt. Graham Walsh était un avocat spécialisé en droit de la famille qui avait travaillé pour le cabinet où j'exerçais. Nous avions discuté quelques fois dans la salle de pause quand il venait pour des réunions avec les associés. Il avait entendu parler de la mort de Jason par les rumeurs du bureau et s'était arrêté à mon bureau un jour pour me présenter ses condoléances et me donner sa carte. Si jamais vous avez besoin d'une aide juridique, en particulier pour des questions familiales ou de succession, appelez-moi, avait-il dit gentiment. Je sais à quel point les choses peuvent devenir compliquées quand les gens sont en deuil. J'ai glissé la carte dans mon portefeuille, sans penser que j'en aurais jamais besoin. Mais après la menace de ma mère, je l'ai appelé le soir même. Graham avait tout écouté, la demande de fonds pour le mariage, les menaces de ma mère, la pression familiale. Puis il m'a posé une question qui m'a surprise. Avez-vous une trace écrite ou enregistrée de tout cela? J'ai sorti les messages de Taylor et Kevin, les messages vocaux de mon père me traitant d'égoïste, mais je n'avais pas enregistré la menace de ma mère. Voici ce que je veux que vous fassiez, a dit Graham. Documentez tout à partir de maintenant. Si votre mère vous contacte à nouveau, enregistrez-la. L'Oregon est un État à consentement unilatéral, vous pouvez donc légalement enregistrer les conversations dont vous faites partie sans en informer l'autre personne. Tenez un journal détaillé de chaque interaction, et prévenez-moi immédiatement si quelqu'un vous menace, vous le bébé. J'avais commencé à tout documenter, les textos, les appels, les visites surprises. J'avais installé une sonnette avec caméra à mon appartement et configuré mon téléphone pour enregistrer automatiquement tous les appels des membres de ma famille. 2 semaines avant mon admission à l'hôpital, ma mère avait appelé, et j'ai enregistré chaque mot. Je te donne une dernière chance, avait-elle dit. Vire l'argent sur le compte de Taylor, où il y aura des conséquences. Quel genre de conséquences? Le genre qui implique des tribunaux, des batailles pour la garde, et la preuve que tu es une parente inapte. Penses-tu vraiment pouvoir gérer seul un bébé avec des besoins spéciaux? Tu peux à peine te gérer toi-même. Je gère tout très bien. Vraiment? Parce que de mon point de vue, tu ressembles à un désastre. Veuve déprimée, grossesse à haut risque, vivant dans un appartement exigu avec un salaire d'assistante juridique. N'importe quel juge remettrait en question ta capacité à prendre soin de cet enfant. Tu menaces d'essayer de me prendre mon bébé parce que je ne veux pas financer le mariage de Taylor? J'essaie de t'aider à voir la raison. La famille prend soin de la famille. Tu donnes à Taylor ce dont elle a besoin, et je m'assurerai que ce bébé grandisse dans un environnement stable. Tu refuses, et je m'assurerai que tout le monde sache quel genre de mère tu es vraiment. J'avais mis fin à l'appel et immédiatement envoyé l'enregistrement à Graham. Sa réponse avait été rapide. C'est de l'extorsion. Nous devons nous préparer à la possibilité qu'elle aille plus loin. Quelle est votre date d'accouchement prévue? Dans 4 semaines, mais le médecin dit que ça pourrait être à tout moment avec le stress et les complications. Quand vous entrerez en travail, prévenez-moi immédiatement. Je vais contacter une collègue au bureau du procureur. Ce genre de menace contre une femme enceinte pourrait les intéresser. Il avait également suggéré les caméras dans la chambre d'hôpital. Si votre mère est prête à vous menacer par téléphone, elle pourrait être prête à faire pire en personne. Assurons-nous que si elle le fait, nous aurons des preuves. J'avais accepté, bien qu'une partie de moi ne pouvait toujours pas croire que ma propre mère me ferait réellement du mal. Me menacer, oui. M'intimider? Absolument. Mais la violence physique semblait au-delà même de sa cruauté. J'avais eu tort. Taylor, nous devons parler de l'argent. Je l'ai ignoré. Elle a appelé 2 fois. Je l'ai renvoyé sur la messagerie vocale. Kevin a appelé ensuite. Décroche. C'est important. J'ai éteint mon téléphone et je me suis finalement endormi vers minuit, épuisé par la tension émotionnelle et l'inconfort physique. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 12 appels manqués et 37 messages textes. Tous de ma famille. Tous à propos de l'argent. De Taylor, maman dit que tu as l'obligation d'aider la famille. De Kevin, ne sois pas égoïste. Jason aurait honte. Ma mère avait envoyé un seul message.
Chambre 418, c'est bien ça? Nous venons pour discuter de cela correctement. Mon sang s'est glacé. J'ai répondu par texto immédiatement. Ne venez pas ici. Je suis à l'hôpital. Le bébé a besoin de cet argent. Sa réponse est arrivée instantanément. Nous serons là à 14 heures. J'ai appelé le poste des infirmières, leur demandant de restreindre les visiteurs dans ma chambre. L'infirmière, une femme aimable nommée Petra, a dit qu'elle prendrait une note mais ne pouvait pas légalement empêcher les membres de la famille à moins que j'aie une ordonnance restrictive. Je n'en avais pas. L'appel suivant que j'ai passé était à Graham Walsh. Il a répondu à la deuxième sonnerie, et je pouvais entendre la circulation en arrière-plan. Ils viennent à l'hôpital, ai-je dit, ma voix tremblante. Ma mère vient de m'envoyer un texto disant qu'ils seront là à 14 heures. Quel est votre numéro de chambre? 418, 4e étage, Cedar Valley Medical Center. J'appelle le détective Brennan tout de suite. Nous avons parlé de votre cas la semaine dernière, et elle a été très intéressée. Donnez-moi 20 minutes pour coordonner. Et s'ils arrivent avant vous? Faites-les patienter. Ne leur donnez aucune information. S'ils vous menacent, documentez-le. S'ils vous touchent ou essaient de vous contraindre physiquement, appuyez immédiatement sur votre bouton d'appel. Je serai là aussi vite que possible. Après avoir raccroché, j'ai essayé de me calmer. Le stress aggravait les contractions, les moniteurs bipant avec mon rythme cardiaque élevé. Petra est entrée pour vérifier, préoccupée par les lectures. « Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle doucement. « Ma famille arrive, et je ne veux pas d'eux ici. Ils m'ont menacé à propos d'argent. » L'expression de Petra s'est durcie. « Vous menacez comment ?» Je lui ai montré certains des textos. Sa bouche s'est amincie en une ligne droite. « Je vais alerter la sécurité pour qu'ils gardent un œil sur votre étage, a-t-elle dit. Et je viendrai vous voir plus souvent. Si quelqu'un vous met mal à l'aise, vous appuyez sur ce bouton d'appel. Compris? J'ai hoché la tête, reconnaissante de sa protection, même si je savais que la sécurité de l'hôpital ne pouvait pas vraiment empêcher ma famille de me rendre visite. Les minutes s'écoulaient lentement. 13h30, 13h45. À 13h52, Graham a envoyé un texto, dans le parking. Le détective Brennan est avec moi. Nous installons des caméras dans votre chambre maintenant. Les infirmières ont été informées. Quand votre famille arrivera, agissez naturellement. Ne leur faites pas savoir que nous sommes là. À 13h55, un technicien de maintenance de l'hôpital que je n'avais jamais vu est entré avec une petite échelle, prétendant qu'il devait vérifier le détecteur de fumée. Il a terminé en 3 minutes, partant avec un signe de tête poli. J'ai remarqué la minuscule caméra maintenant montée près du plafond, sa lentille à peine visible. 2 autres caméras ont été installées sous prétexte d'ajuster le support du téléviseur et de vérifier une prise électrique. Pour quiconque ne les cherchait pas, elles seraient invisibles. À 14h03, j'ai entendu la voix de ma mère dans le couloir, tranchante et exigeante. Chambre 418. Où est-elle? La réponse calme de Petra, au fond du couloir, sur votre gauche. Mon cœur battait la chamade. Je me suis positionné dans le lit, essayant de paraître calme malgré la terreur qui me parcourait. Ma main s'est posée sur mon ventre de manière protectrice, sentant ma fille bouger à l'intérieur. À 14h06, ma porte s'est ouverte brusquement. Ma mère est entrée la première, portant son blazer d'église comme une armure. Mon père a suivi, silencieux comme toujours, sa présence destinée à intimider plutôt qu'à apaiser. Derrière eux, je pouvais voir Taylor dans le couloir, faisant les 100 pas avec son téléphone. Nous avons besoin de cet argent, a annoncé ma mère sans préambule. Pas de salutation, aucune inquiétude pour savoir comment je me sentais ou si le bébé allait bien. J'étais connecté à des moniteurs, une perfusion dans le bras, portant une blouse d'hôpital, et me sentant plus vulnérable que jamais. Ma main s'est instinctivement déplacée vers mon ventre. C'est pour les soins médicaux de mon bébé, ai-je dit, en gardant ma voix stable. J'ai déjà dit non à Taylor. Le visage de ma mère s'est tordu. Le mariage de ta sœur est plus important que ton drame médical coûteux. Tu as toujours été égoïste, te mettant en premier. Ma fille a une malformation cardiaque. Elle pourrait avoir besoin d'une intervention chirurgicale immédiatement après la naissance. Ce n'est pas un drame. C'est sa vie. Mon père a alors parlé, sa voix basse et froide.
La famille est de la famille. Taylor a besoin de ce mariage. Tu peux toujours gagner plus d'argent. Pas avant la naissance de mon bébé, ai-je rétorqué. Pas avant qu'elle ait besoin de soins qui pourraient lui sauver la vie. Ma mère s'est approchée du lit. Donne-moi les informations du compte, tout de suite. Nous ne partirons pas avant que tu ne le fasses. Non. Le mot est sorti plus fort que je ne le pensais. Sortez de ma chambre avant que j'appelle la sécurité. Elle a tendu la main vers mon sac à main sur la table de chevet. Je l'ai attrapé en premier, le serrant contre ma poitrine. Le mouvement a fait biper les moniteurs, mon rythme cardiaque grimpant en flèche. Espèce de petite garce ingrate, a sifflé ma mère. Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est comme ça que tu nous remercies? Le bonheur de ta sœur ne signifie rien pour toi. La vie de mon bébé signifie tout pour moi. Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé en quelques secondes, bien que mon esprit l'ait enregistré au ralenti, de manière atroce. Le visage de ma mère s'est déformé de rage. Elle a serré les deux poings, les a levés bien haut, et les a abattus de toute sa force sur mon ventre de femme enceinte. La douleur a été instantanée et catastrophique. Quelque chose à l'intérieur de moi a cédé, une sensation de déchirement et d'inondation. J'ai crié, un son que je n'ai pas reconnu comme le mien. Un liquide chaud a imbibé ma blouse et les draps. Les moniteurs ont éclaté en bips urgents. C'est ce que tu mérites pour être égoïste, a ajouté mon père, sa voix presque satisfaite. Je ne pouvais plus respirer. Plus penser. La douleur irradiait dans tout mon corps. Mes mains se sont posées sur mon ventre, sentant l'humidité, l'anomalie. Mon téléphone, qui était tombé sur le lit, a commencé à vibrer. Le texto de Taylor s'est affiché à l'écran, dis-lui de se dépêcher de payer. Kevin a appelé immédiatement après, et mon père a même répondu, le mettant sur haut-parleur. Prends juste l'argent et pars, la voix de Kevin a rempli la pièce. Elle est ridicule à ce sujet. Je pleurais, haletante, essayant d'atteindre le bouton d'appel. Ma mère se tenait au-dessus de moi, sans la moindre trace de remords sur son visage. Maintenant, vas-tu virer l'argent, a-t-elle exigé. Avant que je puisse répondre, avant que je puisse appuyer sur le bouton d'appel, avant que je puisse faire quoi que ce soit d'autre que d'exister dans ma terreur et ma douleur, la porte de ma chambre s'est ouverte avec un fracas si fort que tout le monde a sursauté. Ma mère s'est figée, la couleur quittant son visage. Dans l'embrasure de la porte se tenait le détective Sarah Brennan, du bureau du procureur, flanqué de deux policiers en uniforme. Derrière eux se tenait mon avocat, Graham Walsh, tenant son téléphone en l'air et enregistrant. Éloignez-vous de la patiente immédiatement, a ordonné le détective Brennan, sa main reposant sur son arme de service. Ma mère a reculé en trébuchant, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. Mon père s'est raidi. Qu'est-ce que c'est que ça, a réussi à balbutier ma mère. Graham s'est avancé, son téléphone enregistrant toujours. C'est la conséquence d'avoir agressé une femme enceinte et d'avoir tenté de lui extorquer 25,000 $. Les deux sont des crimes. Je ne les avais pas appelés. Je n'avais appelé personne. J'étais trop choqué pour comprendre ce qui se passait. Le détective Brennan s'est approché de mon lit, son expression s'adoucissant en me regardant. Est-ce que ça va? Vous ont-ils fait du mal? J'ai perdu les os, ai-je haleté. Elle m'a frappé. Le bébé. Le détective a immédiatement appuyé sur le bouton d'appel pendant que l'un des officiers parlait dans sa radio, appelant le personnel médical. En quelques secondes, le docteur Morrison est arrivé en courant avec deux infirmières, évaluant la scène avec des yeux vifs et professionnels. Tout le monde dehors, sauf le personnel médical, a ordonné le docteur Morrison. Maintenant. Ces deux-là ne vont nulle part, a dit le détective Brennan, en désignant mes parents. Officier Mills, officier Patterson, veuillez placer ces individus en détention. La voix de ma mère s'est élevée en un cri strident. Vous ne pouvez pas nous arrêter. C'est notre fille. C'est une affaire de famille. Vous venez d'agresser une femme enceinte devant des témoins, a dit calmement Graham, enregistrant toujours. Et j'ai tout l'incident en vidéo sous plusieurs angles. C'est alors que je les ai vus. 3 petites caméras positionnées dans ma chambre, leur minuscule lumière rouge clignotant. Des caméras que je n'avais pas remarquées auparavant. Mon père a finalement retrouvé sa voix. C'est un coup monté. C'est de la documentation, a corrigé Graham. Votre fille m'a contacté il y a 2 jours,
craignant que sa famille ne tente de la contraindre ou de la menacer pour qu'elle remette des fonds destinés aux soins médicaux de son enfant. Elle m'a demandé de prendre des mesures légales préventives. Quand elle m'a informé que vous veniez à l'hôpital malgré son interdiction explicite, j'ai contacté le détective Brennan, qui enquête sur l'exploitation financière de personnes vulnérables. Nous sommes arrivés juste à temps pour vous voir commettre une agression aggravée. Les infirmières vérifiaient mes signes vitaux, se préparant à me déplacer. Le docteur Morrison a regardé le détective Brennan. Elle doit aller en salle de travail immédiatement. Le bébé est en détresse. Allez-y, m'a dit le détective. Nous avons tout ce dont nous avons besoin ici. Alors qu'il poussait mon lit hors de la chambre, j'ai vu ma mère se faire menotter, son visage un masque d'incrédulité et de fureur. Mon père se faisait lire ses droits, son silence finalement brisé par des protestations balbutiantes. Dans le couloir, Taylor se tenait avec son téléphone à l'oreille, les yeux écarquillés de choc. Quand elle m'a vu, elle a ouvert la bouche pour parler, mais la voix de Kevin est venue de son téléphone, toujours en ligne. Comment ça, ils se font arrêter? L'officier Patterson a pris le téléphone de Taylor. Monsieur, je vais avoir besoin que vous veniez au poste de police de Cedar Valley pour un interrogatoire concernant un complot en vue d'extorsion. Le visage de Taylor est devenu blanc. Je n'ai rien fait. J'ai juste demandé de l'aide pour mon mariage. Vous venez d'envoyer un texto pour lui dire de se dépêcher de payer pendant que votre mère agressait physiquement une femme enceinte, l'a informé Graham, en montrant l'écran de son téléphone. C'est un complot. Ils m'ont emmené en salle d'accouchement. La douleur était écrasante, mais en dessous, il y avait autre chose, une satisfaction féroce et brûlante. Je n'avais pas appelé Graham il y a 2 jours. Je l'avais appelé il y a 3 semaines, après que ma mère se soit présentée à mon appartement et ait menacé de me prendre mon bébé dès sa naissance, affirmant que j'étais inapte à être mère. Elle avait dit que si je donnais l'argent à Taylor, elle laisserait tomber. Sinon, elle ferait de ma vie un enfer. J'avais également enregistré cette conversation, je l'avais donnée à Graham, et je lui avais demandé ce que je pouvais faire pour me protéger, moi et ma fille. Il avait suggéré les caméras, la surveillance, la coordination avec les forces de l'ordre. Les personnes qui menacent les femmes enceintes escaladent souvent, avait-il dit. Assurons-nous que s'ils le font, nous aurons tout documenté. Je n'avais pas voulu croire que ma propre mère me ferait réellement du mal. Une partie de moi pensait qu'elle se contenterait de crier, de menacer, et de finir par partir. Je n'avais pas imaginé qu'elle frapperait réellement mon ventre de femme enceinte. La salle d'accouchement était un chaos. Le docteur Morrison criait des instructions. Des infirmières installaient du matériel, et un anesthésiste expliquait la procédure de césarienne d'urgence pendant que je signais des formulaires de consentement avec des mains tremblantes. La douleur à l'endroit où ma mère m'avait frappé irradiait dans tout mon abdomen, rivalisant avec les contractions qui arrivaient maintenant, fortes et rapides. Nous devons sortir le bébé maintenant, a dit le docteur Morrison, sa voix calme mais urgente. Son rythme cardiaque baisse. Êtes-vous prête? Je n'étais pas prête. Comment quelqu'un pourrait-il être prêt pour ça? Mon bébé arrivait avec 5 semaines d'avance parce que ma propre mère m'avait attaqué. Jason aurait dû être là, me tenant la main, me disant que tout irait bien. Au lieu de cela, j'étais seul, terrifié, et sur le point de subir une intervention chirurgicale pendant que ma famille se faisait arrêter un étage plus bas. L'anesthésie a agi rapidement. J'ai senti la pression de l'incision mais aucune douleur. Entendu les sons mécaniques de l'opération. Senti l'air antiseptique. Le docteur Morrison m'a expliqué chaque étape, sa voix étant une bouée de sauvetage dans ce cauchemar surréaliste. On y est presque, a-t-elle dit. Je vois sa tête. Elle est minuscule, mais elle se bat. C'est un bon signe. Puis, après ce qui a semblé des heures mais n'était probablement que quelques minutes, je l'ai entendu. Un cri faible, plaintif. Pas le vagissement robuste que j'avais entendu dans les films, mais un son néanmoins. Ma fille, vivante, respirant, se battant. Elle est sortie, a annoncé le docteur Morrison. 2,12 kg. Équipe de Luzin, elle est à vous. Je n'ai eu qu'un aperçu. Une petite créature rouge et ridée, tout en membres et en fureur, avant que l'équipe néonatale ne l'emporte vers leur équipement spécialisé. Je voulais la tenir, lui dire que je l'aimais, m'excuser pour la violence qui avait précipité son arrivée précoce. Au lieu de cela, je ne pouvais que les regarder travailler sur elle de l'autre côté de la pièce, leurs mouvements efficaces et rodés.
Est-ce qu'elle va bien, ai-je demandé, ma voix rauque. Elle respire seule, ce qui est excellent, a dit l'une des infirmières de l'usin. Mais nous devons la stabiliser et évaluer sa malformation cardiaque. Le docteur Morrison va vous recoudre, puis nous vous donnerons un compte rendu complet. Ils sont partis avec ma fille, et soudain, la salle d'accouchement m'a semblé vide malgré la présence de nombreuses personnes. Le docteur Morrison a continué à travailler, me recousant tout en murmurant des paroles rassurantes. Une infirmière m'a tenu la main, la serrant doucement quand j'ai commencé à pleurer. « Vous avez été formidable », a-t-elle dit doucement. « Votre petite fille est une battante, tout comme sa maman. » Étais-je une battante? J'avais laissé ma famille m'intimider pendant des années. Les avais laissés dénigrer mon mariage, rejeter mon chagrin, exiger mon argent. La seule raison pour laquelle je me suis protégé cette fois, c'est parce que Graham avait insisté pour les caméras, parce que le détective Brennan avait été prêt à s'impliquer. Je ne m'étais pas battu. J'avais juste eu la chance d'avoir de l'aide. Mais peut-être que c'était ça aussi, se battre. Peut-être que reconnaître quand on a besoin d'aide et l'accepter était une forme de force en soi. Peut-être que protéger son enfant signifiait être assez intelligente pour tendre des pièges aux personnes qui vous voulaient du mal. Graham est apparu dans la salle de réveil 1 heure plus tard. J'étais groggy à cause des médicaments, recousu et endolori, mais assez éveillé pour comprendre ce qu'il me disait. « Votre mère et votre père ont été arrêtés et emmenés à la prison du comté, a-t-il dit, en tirant une chaise près de mon lit. Taylor et Kevin sont emmenés pour interrogatoire. Le procureur examine les enregistrements et est très intéressé par des poursuites. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, vous vous concentrez sur votre rétablissement et sur votre fille. Le système judiciaire s'occupera de votre famille. Mais je dois vous demander, voulez-vous poursuivre? Une fois les accusations portées, il n'y aura pas de retour en arrière. Votre famille saura que vous leur avez tendu un piège. Leur avoir tendu un piège. Les mots semblaient durs mais exacts. Je leur avais tendu un piège. Je savais qu'ils venaient, je savais ce qu'ils voulaient, et j'ai préparé des caméras et les forces de l'ordre pour les prendre en flagrant délit. Ils ont essayé de voler de l'argent destiné à l'opération de mon bébé, ai-je dit. Ma mère m'a frappé assez fort pour que je perde les os. Mon père est resté là et a dit que je le méritais. Taylor et Kevin ont encouragé ça à distance. À l'abri des conséquences. Oui, je veux poursuivre. Graham a hoché la tête. Alors nous poursuivons. Je vous recommande également de demander une ordonnance restrictive contre les 4. Cela les empêchera de vous contacter ou de s'approcher de vous ou du bébé. Faites-le. Il a passé encore 20 minutes à passer en revue les détails, les accusations envisagées, le calendrier pour la comparution et le procès. J'écoutais d'une oreille, l'autre moitié de mon attention étant concentrée sur l'usin 2 étages plus haut, où ma fille se battait pour sa vie sans que je sois là pour la tenir. Après le départ de Graham, Petra est venue avec des nouvelles. Votre fille est stable. Elle est sous oxygène mais respire principalement seule. Le cardiologue l'examinera demain matin pour déterminer si une intervention chirurgicale est nécessaire immédiatement ou si elle peut attendre qu'elle soit plus forte. Puis-je la voir? Pas ce soir. Vous devez vous reposer et laisser l'anesthésie se dissiper complètement. Mais demain matin, à la première heure, nous vous monterons en fauteuil roulant. Cette nuit fut la plus longue de ma vie. J'étais allongé dans le lit d'hôpital, mon corps endolori par l'opération, mon esprit tourbillonnant avec tout ce qui s'était passé. Mon téléphone vibrait périodiquement avec des textos de numéros que je ne reconnaissais pas, probablement des membres de la famille qui avaient entendu parler des arrestations et voulaient plaider, menacer ou manipuler. J'ai bloqué chaque numéro sans lire les messages. Vers minuit, un texto d'un numéro inconnu est arrivé, que j'ai failli bloquer automatiquement, mais quelque chose m'a poussé à l'ouvrir. C'est Brett. Taylor pleure et dit que tout cela n'est qu'un malentendu. Elle dit que vous les avez piégés. Je ne sais pas quoi croire, mais je sais que ce que j'ai vu aux informations ce soir semblait assez clair. Votre mère a frappé une femme enceinte. C'était vous. J'annule le mariage. Je ne peux pas épouser quelqu'un d'une famille capable de ça. Je suis désolé pour le rôle que Taylor a joué là-dedans. Je l'ai lu 3 fois, ressentant un mélange complexe de satisfaction et de tristesse. Le mariage de rêve de Taylor était annulé. La chose pour laquelle elle avait été prête à laisser ma mère m'agresser avait disparu. Mais Brett semblait être un type bien qui devait maintenant faire face aux conséquences des choix de sa fiancée. Je n'ai pas répondu.
Il n'y avait rien à dire. Ma fille, Mira, est née 47 minutes plus tard par césarienne d'urgence. Elle pesait 2,12 kg, et sa malformation cardiaque a nécessité une intervention chirurgicale immédiate. Les 25,000 $ ont couvert ce que l'assurance ne prenait pas en charge, ainsi que 3 semaines en USIN. Ma mère et mon père ont été chacun inculpés d'agression aggravée, de tentative d'extorsion et de complot. Taylor et Kevin ont été inculpés de complot en vue d'extorsion. Ma mère a plaidé coupable et a purgé 18 mois de prison. Mon père a purgé 14 mois. Taylor a obtenu une mise à l'épreuve et un casier judiciaire qui a détruit ses plans de mariage, car la famille de Brett ne voulait rien avoir à faire avec le scandale. Kevin a purgé 8 mois. Mais ce n'était pas la vengeance qui comptait. Pendant qu'ils attendaient leur procès, j'ai intenté une action civile pour détresse émotionnelle, agression et complications médicales. Graham m'a aidé à rassembler des preuves, des années de messages textes montrant une manipulation financière, des appels téléphoniques enregistrés où ils exigeaient de l'argent, des emails détaillant leurs menaces. Les caméras de la chambre d'hôpital avaient tout filmé, y compris l'expression jubilatoire de ma mère avant de me frapper et le commentaire satisfait de mon père après. Le procès civil a été brutal. Ma mère a pleuré à la barre, prétendant qu'elle avait juste essayé d'aider Taylor et que j'avais toujours été une enfant difficile et égoïste. Mon père est resté impassible, n'offrant aucune défense. Taylor a témoigné qu'elle voulait seulement de l'aide pour son mariage et ne savait pas ce que sa mère prévoyait. Kevin a affirmé qu'il plaisantait dans ses textos. Le jury n'a pas marché. Ils m'ont accordé 340,000 $ de dommages et intérêts. Mes parents ont dû vendre leur maison pour payer. Le fonds de mariage de Taylor, le peu qui existait, est parti en frais de justice. Kevin a perdu son camion et son bateau. J'ai utilisé l'argent pour créer un fonds en fiducie pour les soins médicaux continus et l'éducation future de Mira. Chaque centime de ce qu'ils ont essayé de voler, multiplié par leur cruauté, appartenait maintenant à la petite fille que ma mère avait agressée dans mon ventre. Mira a 14 mois maintenant. Son opération du cœur a été un succès. Elle atteint toutes ses étapes de développement. Elle ne se souviendra jamais du jour de sa naissance, de la violence qui a précipité son arrivée précoce, de la grand-mère qui accordait plus de valeur à un lieu de mariage qu'à sa vie. Mais moi, je m'en souviendrai. Chaque fois que je regarde ma fille, en bonne santé et souriante, je me souviens de ce que ma famille a essayé de nous prendre. Ma mère a envoyé une lettre de prison 6 mois après le début de sa peine. Elle était pleine d'excuses et de prétextes, affirmant qu'elle était stressée, qu'elle n'avait pas l'intention de me faire du mal, que la famille devrait pardonner à la famille. Elle m'a demandé si j'amènerais Mira en visite. J'ai envoyé la lettre à Graham, qui l'a ajoutée à notre dossier au cas où elle tenterait de réclamer des droits de grands-parents après sa libération. Puis, j'ai bloqué son compte de prison pour qu'elle ne puisse plus me contacter. Taylor a tenté de me joindre par l'intermédiaire d'une connaissance commune, demandant si nous pouvions nous réconcilier. Elle avait perdu des amis, perdu son fiancé, perdu sa réputation. Elle voulait expliquer qu'elle n'avait jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Je n'ai pas répondu. L'intention n'annule pas l'impact. Elle avait envoyé un texto pour lui dire de se dépêcher de payer pendant que je hurlais de douleur, ayant perdu les os, mon bébé en détresse. Qu'elle ait voulu que ça aille aussi loin ou non était sans importance. Elle avait participé. Elle avait encouragé. Elle avait donné la priorité à une fête plutôt qu'à la vie de sa nièce. Kevin a essayé d'appeler depuis différents numéros pendant des mois. J'ai bloqué chacun d'eux. Finalement, il a cessé d'essayer. La sœur de mon père m'a contacté, suggérant que j'étais peut-être trop dur, que la famille était censée pardonner. Je lui ai demandé si elle pardonnerait à quelqu'un qui frappe une femme enceinte au ventre. Elle a cessé d'appeler. Le truc avec la vengeance, c'est que les gens s'attendent à ce qu'elle soit satisfaisante d'une manière simple et nette, comme une justice rendue avec un joli ruban. Mais la vraie vengeance est compliquée. C'est regarder sa mère pleurer dans une salle d'audience en ne ressentant qu'une froide détermination. C'est entendre que sa sœur a tout perdu et ne ressentir qu'un vague sentiment de conséquences appropriées. C'est savoir que son père a vendu la maison qu'il aimait et penser seulement que ce n'est pas assez, que ce ne sera jamais assez pour compenser ce qu'il a permis. Ce qui fait du bien, ce n'est pas la vengeance elle-même. Ce qui fait du bien, c'est la sécurité. Mira grandira sans jamais connaître des gens qui lui feraient du mal pour de l'argent. Elle ne passera jamais de vacances avec des grands-parents qui la considèrent moins importante qu'un lieu de mariage. Elle n'aura jamais une tante qui enverrait des textos sans cœur pendant que sa mère hurle de douleur.
Elle n'aura jamais un oncle qui pense que le vol est justifié si vous êtes de la même famille. Elle grandira avec la certitude que sa mère l'a protégée, même si cela signifiait détruire toutes les relations familiales que j'avais jamais connues. Les gens me demandent si je le regrette, si j'aurais aimé que les choses se passent différemment, si ma famille me manque. Je regrette d'avoir été un jour assez naïve pour penser qu'ils m'aimaient. J'aurais aimé couper les ponts des années plus tôt, avant d'être vulnérable, enceinte et seule. Et il ne me manque pas du tout. Ce que j'ai à la place, c'est une fille qui ne doutera jamais qu'elle mérite d'être protégée. Une fille qui ne se demandera jamais si elle est moins importante que les désirs de quelqu'un d'autre. Une fille qui saura, jusqu'au plus profond d'elle-même, que les gens qui vous aiment vraiment ne vous frappent pas lorsque vous êtes au plus vulnérable. Cela vaut plus que n'importe quelle famille qui partageait mon sang mais jamais mes valeurs. Le détective Brennan prend encore de mes nouvelles tous les quelques mois. Elle me dit que mon cas a aidé à poursuivre 2 autres affaires d'exploitation financière familiale sur lesquelles elle enquêtait. Apparemment, ma mère avait l'habitude de faire pression sur des parents pour de l'argent, bien que je n'en ai jamais connu l'étendue. D'autres cousins, d'autres frères et sœurs, d'autres personnes trop honteuses ou trop effrayées pour parler. Graham a encadré l'article de journal sur l'affaire et me l'a envoyé. Une femme défend le fonds médical de son enfant à naître, menant à des condamnations pour crime, titrait le journal. Je le garde dans un tiroir, non exposé, mais disponible. Un jour, quand Mira sera assez grande pour comprendre, je le lui montrerai. Je lui parlerai du jour de sa naissance, mais pas de la violence. Je lui parlerai des gens qui ont essayé de nous faire du mal, mais pas des détails. Je lui dirai que parfois, protéger les gens que l'on aime signifie se tenir seul contre tous les autres. Et je lui dirai qu'elle en valait la peine. Chaque conséquence, chaque pont brûlé, chaque relation détruite, elle valait tout ça et plus encore. La porte qui s'est ouverte violemment ce jour-là a amené la police, des avocats, et la justice. Mais plus que ça, elle a tracé une ligne dans le sable. Un moment où j'ai cessé d'être le paillasson de la famille et suis devenu la protectrice de ma fille. Ma mère s'est figée de terreur en voyant le détective Brennan. Mais moi, je n'ai ressenti que du soulagement. Le soulagement d'avoir été assez intelligente pour me préparer. Le soulagement d'avoir fait confiance à mon instinct. Le soulagement que ma fille naîtrait dans un monde où quelqu'un était prêt à se battre pour elle, même contre la famille. Même contre la tradition. Même contre les personnes qui étaient censées nous aimer le plus. C'est la vraie fin de cette histoire. Pas la vengeance, mais la protection. Pas la punition, mais la prévention. Pas la justice pour ce qui s'est passé, mais la sécurité pour ce qui n'arrivera plus jamais. Mira ne connaîtra jamais une famille qui valorise l'argent plus que sa vie. Et pour ça, je ferai les mêmes choix 1000 fois.